Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans votre magazine d'information. La totale dimanche au sommaire de ce numéro dans notre rubrique Confraternellement. La question de la surenchère du loyer à Dakar est toujours un problème pour les non-propriétaires, bailleurs et locataires, toujours en conflit. Quelle est donc la marge bénéficiaire des bailleurs? Nous verrons tout cela dans un instant avec le président de l'Association des locataires du Sénégal. Et dans Coin Éco, le casse-tête des dépenses liées à la rentrée scolaire qui hante les parents. Ces derniers ne dorment plus du sommeil du juste à cause des charges relatives aux fournitures scolaires, frais d'inscription et achat de nouveaux habits pour les apprenants. Mme Abdougaï Kassé fera le point pour nous dans Coin Éco. Et ailleurs, nous plongeons ce soir dans la ferveur du Bourda Tiwawan, fief d'El Hajj Malik Sy. Depuis presque une semaine, la cité religieuse vibre de cette ode de louange en l'honneur du prophète de l'islam. Ces séances de prière et recueillement précèdent la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bienvenue à toutes et à tous. Dans Confraternellement ce soir, le prix du loyer explose toujours dans ce pays et lundi dernier, le chef de l'État, dans sa logique de lutter contre la vie chère, a annoncé un nouveau dispositif qui sera mis en place pour fixer donc le prix du loyer selon les zones. Courtiers, agents immobiliers et bailleurs commentent cette nouvelle approche du président de la République. Ils prônent tous pour un dialogue entre tous les acteurs. Le reportage est signé Mme Seyna Boubab. La cherté du loyer continue toujours de préoccuper les populations, raison pour laquelle le président de la République a annoncé un dispositif pour fixer le prix du loyer selon les zones. Ce locataire et courtier à la fois trouve que ce n'est pas la bonne solution. Je crois que le chef de l'État, il a cette volonté de faire, mais cette volonté ne peut pas être réalisée ici. Je crois qu'il sait très bien que les bailleurs, qui sont les propriétaires des maisons, c'est eux seuls qui peuvent prendre au moins volonté d'avoir un peu de pitié envers la population. Cet agent immobilier recommande à l'État de se rapprocher du cadastre s'il veut régler une bonne fois la problématique du loyer au Sénégal. Bon, je sais bien que ça va marcher si l'État passe là où il doit passer. L'État a un même service des cadastres qui s'occupe de la détermination des prix de location. Et en dehors du cadastre, il y a des experts agréés. L'État peut confier à ces entités pour faire évaluer les locaux qui sont concernés pour la location. Ces mesures annoncées pour réduire le prix du loyer profitent plus aux bailleurs qu'aux clients. C'est l'avis de ce sexagénaire qui loue sa maison à la Médina. On ne peut pas dire que les décisions qu'ils ont prises, ils l'ont bien calculé. Parce que chaque chose, il faut réfléchir bien avant de soumettre ce dossier-là à tout le monde. Parce que si on met le barème dans les surfaces corrigées, j'espère qu'ils vont avoir de sérieux problèmes. Parce que si on trouve le mètre carré à Dakar à 17 000, 18 000 ou 12 000 francs, à Médina, on peut trouver le mètre carré à 8 000 francs. Est-ce que ça, le gorgorou peut payer ça? Souvent, je trouve quelqu'un qui a 2 chambres salon et qui paye que 150 000 francs. Est-ce que si on fait les surfaces corrigées, il peut payer ça? Non. Parce qu'une surface corrigée, ça se prend par mesure. Et puis les propriétaires, c'est les bailleurs. Les prix du loyer varient selon les zones. L'agent immobilier explique le pourquoi. La différence est que un terrain situé au centre-ville a beaucoup plus de valeur qu'un terrain situé en banlieue. Ce n'est pas le même prix. Donc la fixation du prix est fonction de la valeur du terrain, du matériel qui est rentré dans la construction. Pour rappel, en 2014, une loi obligeant les propriétaires à réduire les loyers sur tous les contrats de location a été votée. 8 ans après, la location reste une vive préoccupation des Sénégalais.
Vous venez de le voir donc sur le prix du loyer qui ne cesse d'exploser au Sénégal. Le chef de l'État, donc dans sa logique d'assister les Sénégalais, surtout en matière de baisse des prix, des denrées, baisse des prix également du loyer, promet donc un nouveau dispositif face à ce problématique. Pour en parler, nous sommes ici sur ce plateau avec le président de l'Association nationale des locataires du Sénégal, M. Elimane Sall. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors comment est-ce que vous accueillez ce nouveau dispositif ou plutôt cette approche du chef de l'État face à ce coût élevé du loyer au Sénégal? Alors, je pense que c'est salutaire. C'est salutaire dans la mesure où depuis 1966, le législateur n'a pas arrêté de prendre des mesures en faveur du secteur, mais sur le terrain, les locataires se rendaient compte que l'application posait problème. Et là, du coup, chemin faisant, on s'est rendu compte effectivement que c'est dans l'application de la loi où il y a des problèmes entre le Sénégalais et la loi. Dans beaucoup de cas, on met à côté tout ce qui est texte, tout ce qui est juridisme, et on fait librement ce qu'on a envie de faire. Et la recherche du profit aidant, souvent il y a des prix exorbitants qui sont malheureusement toujours sur le dos du locataire qui est le plus faible dans cette opération. Voilà, le manque de suivi des lois par rapport à la location est certes une réalité, mais au-delà de ce manque de suivi des textes, quels sont réellement sur le terrain les facteurs de cette surenchère du coût du loyer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, ce qui n'a pas marché, c'est d'abord le suivi sur le terrain, comme vous l'avez dit. Parce que quand vous prenez des lois, quelles que soient ces lois, si évidemment vous ne mettez pas des garde-fous pour que cette loi-là soit respectée, il y a toujours des gens qui tentent de contourner la loi. La loi de 2014 a échoué parce que tout simplement, les mesures d'accompagnement qu'on avait mises en place pour accompagner les bailleurs n'ont pas été respectées. Alors, du coup, ils ont, de façon congénitale, refusé la loi dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'on a voulu tordre leurs bras, alors que c'est eux qui ont acheté leur terrain, ils ont acheté cher le ciment et le fer. Et donc, pourquoi l'État devrait-il venir les contraindre à baisser les prix? Mais cela aussi, dans un pays organisé qui se respecte, ça ne devrait pas exister. La libre concurrence existe, l'offre et la demande, la loi existe, mais on est dans un secteur qui doit être régulé parce que ceux qui ont investi dans le secteur ont investi pour amortir. Mais comment pouvez-vous construire une maison et vouloir l'amortir en 5-10 ans sur le dos du plus faible? Alors nous, on s'est dit, écoutez, tout ce qui a constitué des failles dans l'ancienne loi, on va mettre sur la table avec l'appel du président de la République pour voir quelles sont les voies et moyens pour que le locataire et le bailleur puissent s'entendre et qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Et à cet effet, nous avons commencé les travaux avec le ministère du Commerce et les secteurs concernés pour pouvoir mettre en place une autorité de régulation qui, nous pensons, une fois déployée partout, pourra au moins apporter un début de solution. Mais nous sommes allés plus loin au sein de notre association. Nous nous sommes dit, écoutez, la régulation c'est bien, mais il faut carrément aller vers la digitalisation du secteur. Parce que quand on a des commissions de régulation, évidemment, au bout d'un certain temps, ça peut être source, parce que c'est le milieu des gros sous, source de corruption ou autre chose. Mais quand c'est dématérialisé, évidemment, il n'y a aucun risque et l'État a une base de données fiable sur ce qui est locataire, ce qui est bailleur, et va capter l'évasion fiscale qu'on avait notée jusque-là dans le secteur. Voilà. Le constat est aussi que c'est beaucoup plus difficile de trouver un logement ici à Dakar. Les coûts sont de plus en plus exorbitants. L'État, au-delà des textes et lois et règlements, a créé des logements sociaux qui sont en train de voir le jour. Le cas de Diamniadio, c'est des mesures fortes, certes, mais aujourd'hui, pourquoi cette forte demande à Dakar continue toujours? Alors, cette forte demande continue parce que c'est un problème d'organisation, parce que tout est à Dakar. Aujourd'hui, presque beaucoup de régions se sont vidées, et parce que
tous les secteurs qui fonctionnaient très bien dans les autres régions ne fonctionnent plus. De telle sorte que celui qui s'adonnait à l'agriculture, à l'élevage, tout le monde vient à Dakar parce que les activités sont concentrées. Alors, il doit y avoir une volonté politique de l'État à déconcentrer les choses, à tirer les gens hors de Dakar pour pouvoir soulager un peu ce côté-là. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quand vous êtes dans un secteur où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés, évidemment, la recherche du profit aidant, les gens vont investir le secteur, sachant qu'ils vont gagner de l'argent et ne pas payer de taxes, parce qu'il y en a qui échappent aux taxes de l'État. Donc, il faudra que l'État réfléchisse un peu dans le long terme avec les logements sociaux, parce que c'est la seule alternative pour régler définitivement le problème du loyer. Mais le foncier pose problème au Sénégal, avec les spéculations foncières. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un terrain à Dakar sans qu'il y ait des litiges. Et le président l'a dit, plus de 90% des dossiers qu'on pose sur la table, c'est des litiges fonciers. Donc il faut régler ce problème-là définitivement avant de pouvoir attaquer les autres problèmes. Le problème du foncier, les logements sociaux, quand on a lancé la demande des 100 000 logements, en 2-3 jours, ils ont atteint dans leur plateforme plus de 200 000 demandes. Ce qui veut dire que le besoin est là et les gens sont dans l'attente. Oui. Mais force est de constater aujourd'hui que si vous faites un micro-trottoir, vous allez vous rendre compte que le Sénégalais lambda et les ayants droit n'ont pas forcément accès à ces logements sociaux-là. D'où la nécessité pour l'association de revoir le juridisme qui tourne autour de ces logements sociaux-là. Parce que les prix qui sont fixés et l'encadrement juridique doivent être revus, parce que ce n'est pas donné à n'importe quel gorgorlou de trouver une maison aux prix qui sont pratiqués et qu'on appelle logements sociaux, qui ne le sont pas réellement. Voilà, des problèmes, vous venez de le dire, comme le foncier, le manque d'accompagnement des lois et règlements. Il y a aussi un autre problème qu'on a soulevé récemment, c'est le montant de la caution qui a été fixé avec un décret. Mais malgré cela, on voit que le coût de la caution est passé du double au quadruple. Il y en a qui demandent 4 mois désormais. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'association est en train de faire par rapport à cela? Alors, l'association, en tant que telle, n'a pas le pouvoir de tordre le bras aux bailleurs. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est orienter, conseiller et alerter. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme et évidemment, le ministère du Commerce, en son temps, avait sorti le décret pour rappeler aux gens, et on l'a mis au goût du jour, que dans la loi, il est dit 2 mois. Celui qui ne le fait pas, s'il est traduit devant les cours et tribunaux, il doit subir toutes les conséquences. Normalement, c'est 1 mois de caution et 1 mois d'avance. Maintenant, les locataires donnaient 1 mois de plus et il y en a même qui demandaient 4 à 5 mois. Là, c'est exagéré et je pense que les bailleurs qui le font, ils provoquent des problèmes pour eux. Parce qu'il y a des choses, quand vous les faites, les gens vont crier et le législateur est obligé d'agir. Je pense qu'on est dans un secteur où il faudrait que nous, Sénégalais, qu'on revoie nos rapports entre nous. Parce qu'en général, en l'occasion des Magal, des Gamou, en toute occasion, on en profite pour tripler, quadrupler les prix, alors que nous sommes entre nous et on se dit un pays à majorité musulmane. Donc il faudrait qu'on revoie nos rapports entre nous, qu'on sache raison garder et que dans le traitement que nous faisons entre nous, qu'on puisse humaniser les relations que nous avons entre nous. Parce que quelqu'un qui vient à la recherche d'un appartement, ce n'est pas de son propre gré. Il est obligé de le faire, fixer les normes, demandez-lui ce que vous avez à lui demander, il le paye. Mais si vous me faites monter la barre, après c'est des problèmes, c'est les tribunaux, ainsi de suite. Et le législateur est obligé malheureusement d'agir pour réguler la situation. Alors c'est toujours aussi une demande sociale très récurrente concernant les conditions d'accès à la location pour tous les Sénégalais. Il s'agit là de la réglementation des agences et courtiers immobiliers. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Alors je pense qu'avant juste le changement de gouvernement, on avait déjà commencé à travailler avec le ministère du Commerce sur effectivement la régulation du secteur. Mais effectivement, ce maillon-là constitue un goulot d'étranglement parce que les agences immobilières, en tout cas certaines, pas toutes, parce qu'il y a des agences immobilières qui respectent les normes, qui sont très professionnelles, ça je le dis. Mais il y a beaucoup d'autres agences immobilières qui s'ouvrent n'importe comment, des garages, des kiosques. Vous venez, vous déposez votre argent et le lendemain, vous venez, vous ne trouvez personne.
Aujourd'hui, au Sénégal, on a constaté qu'il y a eu des agences immobilières qui ont amassé beaucoup d'argent, les avances et les cautions de 4-3 mois. Mais vous revenez le lendemain, vous ne les trouvez pas là-bas. Nous, on a reçu des plaintes dans ce sens. Ou bien vous êtes à l'étranger, vous travaillez pendant des années, vous gagnez quelques millions, on vous montre des terrains terrassés, vous déposez vos millions, hop, vous venez, vous ne trouvez plus l'agent immobilier. D'où la nécessité pour l'État de... Parce qu'au Sénégal, quand vous ouvrez des bureaux bien présentables, les gens croient en vous. Donc, si vous disparaissez avec l'argent, on ne peut que vous porter plainte contre vous. Et là, la pire des choses qui peut vous arriver, c'est l'emprisonnement. Et les gens vont perdre leur argent qu'ils ont travaillé depuis des années. Donc, on a décidé, dans cette autorité de régulation, de faire revenir l'orthodoxie. C'est quoi? Que les agences immobilières aient une carte professionnelle, comme ça se faisait avant. C'est-à-dire, avant d'ouvrir une agence immobilière, vous devez engager quelqu'un qui a au moins un master dans le domaine. Vous devez déposer une certaine somme au niveau de la caisse de dépôt et de consignation pour qu'en cas de problème, on puisse saisir ça. Vous devez remplir un ensemble de formalités pour pouvoir ouvrir vos bureaux et faire office d'agence immobilière. Si c'est réglementé, ceux qui respectent les normes vont même s'y retrouver. Mais la façon dont ça fonctionne avec les courtiers et tout, ça n'honore pas le milieu. Et je pense qu'eux-mêmes, ils en sont conscients. Ils étaient dans la discussion et ils ont accepté effectivement qu'on revienne à la norme. Une carte professionnelle pour les propriétaires d'agences immobilières. Est-ce que aussi il ne faudrait pas penser à former ou plutôt à avoir des écoles de formation, plutôt une carte de formation pour le courtage au Sénégal? Parce qu'il y a tout le monde qui devient courtier et il y a des arnaques, comme vous venez de le souligner le plus souvent. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand le secteur n'est pas contrôlé, tout est permis. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le secteur. Avant, c'était la SNHLM et la SICAP qui étaient les bras armés de l'État, mais aujourd'hui tout le monde s'autoproclame promoteur immobilier et il y a une spéculation qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, si le secteur est normé, organisé, parce que nous aimons trop l'informel, mais il y a des secteurs, on ne doit pas les rendre informels parce que c'est au détriment des populations. Si aujourd'hui on retourne aux normes, mais les agences immobilières pourraient bénéficier, et d'ailleurs il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont commencé à faire des séries de formations avec leur président pour pouvoir vraiment réorganiser le secteur. Mais tout ça, ça demande une organisation et ça demande aussi la présence de l'État, parce que quand l'État est absent, chacun fait ce qu'il veut et c'est les dérives. Nous avons dit, il n'y a que la dématérialisation et la digitalisation du secteur qui peut nous sauver à la longue. Si chaque bailleur, chaque locataire a un numéro, regardez, je vous donne un exemple et je vais terminer par là. Tout ce qu'il y a comme véhicule au Sénégal, il y en a plus que les locataires. Dès que vous introduisez votre plaque d'immatriculation, on vous donne tous les renseignements. Quand on a voulu changer les permis de conduire, mais on a obligé les gens à le faire. On est en cours pour les cartes grises. Pourquoi on ne devrait pas, vraiment dans ce pays, engager, il y a suffisamment d'experts et nous avons déjà ficelé le projet. Il ne reste que le déploiement pour que l'on puisse enregistrer tous les locataires et tous les bailleurs pour digitaliser. Personne ne va dire donnez-moi ça, donnez-moi ça. Vous entrez dans la plateforme, vous tapez, vous avez tout ce que vous voulez et le problème est réglé. Nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous allons nous reposer. Tant qu'on ne tend pas vers ça, on va régler à moitié, mais ça va toujours revenir à la case de départ parce qu'il y a toujours des possibilités de contourner ces lois-là qui sont mises en place. Voilà, merci beaucoup Monsieur Elimane Sall. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des locataires du Sénégal. Nous parlions de tous les problèmes de ce secteur, surtout la surenchère du coût de la location au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, merci. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances à Alassane Samba Diop suite à la perte de notre frère, l'éminent journaliste Soro Diop. Que Dieu l'accueille dans son paradis et je présente mes condoléances à tout le groupe immédiat, notamment à Mamoudou, à Khalifa et à tous. Amen. Merci. Et merci beaucoup. La suite de la Total Dimanche, tout de suite.
Dans Coin Éco, donc, ce soir, je vous le disais tantôt, la rentrée scolaire et universitaire, c'est dans peu de jours, oui. Mais déjà, c'est l'angoisse chez les parents d'élèves. Ces derniers ne dorment plus du sommeil du juste à cause des charges relatives aux fournitures scolaires, les frais d'inscription et l'achat de nouveaux habits pour les apprenants. Une situation qui aurait pu empirer s'il n'y avait pas la main invisible de l'État, avec surtout la subvention de certaines denrées de grande consommation. On se souvient également du cash transfert pour les ménages les plus vulnérables. C'est un sujet de Coin Éco signé Mam Abdougaï Kassé. Dans cette maison, Fatou Ndiaye élève seule ses 2 filles. L'aînée vient d'avoir sa licence en finance et gestion. La cadette, elle, va faire la première. Avec la rentrée des classes, leur maman, comme beaucoup de parents d'élèves, ne sait plus où donner de la tête. La vie coûte trop cher au Sénégal. Je suis toute seule avec mes 2 filles. Je n'ai personne sur qui compter. Chez les élèves, je paie la location, l'eau, l'électricité, bref, toutes les charges. Je prends tout sur moi. Qu'on le dise ou pas, la vie est dure dans ce pays, surtout lorsque vous êtes avec vos enfants et que vous devez les éduquer. C'est vraiment difficile, mais on s'en remet à Dieu. Certes, la vie est chère au Sénégal, mais elle aurait pu l'être encore plus si l'État n'avait pas mis la main à la caisse pour supporter certains ménages, assure le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Il faut réfléchir. Si le gouvernement n'avait pas fait de renoncement fiscal, à quel niveau seraient les prix des denrées de première nécessité? Si le gouvernement n'avait pas subventionné l'énergie à hauteur de d'abord 300 milliards et au 27 septembre, 620 milliards ont été investis dans l'énergie et les denrées, dont 300 milliards uniquement pour éviter que l'électricité monte et pour éviter que le carburant ne grimpe, le prix du carburant ne grimpe. Donc, cela fait partie des éléments importants de la protection du pouvoir d'achat. Une protection du pouvoir d'achat que ne ressent pas du tout la mère de famille. Sans emploi, elle compte s'imposer une austérité en cette rentrée des classes. Ma priorité, c'est d'abord payer les frais d'inscription de mes enfants et l'achat de fournitures. Mais pour ce qui est des habits, ce sont des détails. Ça peut attendre et elles comprennent bien cela. L'urgence, c'est avant tout les études. C'est mieux que d'acheter des choses sans importance. Pour cet économiste, la conjoncture est difficile partout dans le monde et que n'eût été la main invisible de l'État, la situation allait être dramatique. Cette revalorisation salariale de 120 milliards à plus de 100 000 enseignants ont fait que nous avons pu contenir la spirale inflationniste, pas résoudre, mais contenir la spirale inflationniste. Et à cela s'ajoute la subvention des denrées fondamentales qui sont le riz, l'huile, le sucre, avec un renoncement fiscal. À cela s'ajoute une distribution de cash transfert. Tout cela pour protéger le pouvoir d'achat d'abord de l'ensemble des populations et plus précisément pour leur permettre de faire face à des événements comme la rentrée scolaire. La rentrée scolaire et universitaire est une période de pression pour les parents d'élèves, avec la morosité économique et la flambée des prix des denrées alimentaires à leurs enfants. Le casse-tête de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves, un sujet économie, oui, et qui inquiète beaucoup, surtout les ménages les plus vulnérables. Crochet donc pour parler économie toujours, mais cette fois-ci agriculture. La forte pluviométrie enregistrée cette année avec l'agriculture. L'abondance de pluie est-elle synonyme de récoltes abondantes? Un sujet analysé avec notre doyen Mamadou Ndiaye et son invité. Bonsoir. Monsieur Ndiaye. Bonsoir Awa, plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé à vous. Et de retrouver aussi justement notre invité, M. Sissi, qui est le président donc, des producteurs du bassin arachidier. Est-ce que vous confirmez que cette année a été quand même une année pluvieuse, notamment dans le Sine et le Saloum?
Écoutez, d'abord, je vous remercie de l'invitation. Et c'est de mes habitudes d'abord de saluer madame et les enfants. Et ça, c'est un droit d'auteur en moi. Ceci étant, comme vous avez dit, pour ce qui est de la pluviométrie, je pense que nous rendons grâce à Dieu du fait que maintenant, on est arrivé à certaines récoltes sur certaines spéculations. Mais nous sommes entièrement satisfaits. Le maïs est en train d'être récolté et vraiment les rendements sont au rendez-vous du fait que maintenant avec le maïs on peut avoir 4 à 5 tonnes. Auparavant, on pouvait avoir moins d'1 tonne à l'hectare. 1 tonne à l'hectare. Ça, c'est des maïs hybrides. C'est des maïs qui sont vraiment conditionnés et qui sont vraiment excessivement bons. Et le mil aussi est en train d'être récolté et vraiment, nous y trouvons vraiment satisfaction. Peut-être c'est la clémence de Dieu parce que comme vous le savez, le maïs est une des spéculations qui est très difficile à avoir des rendements du fait que ça demande des intrants et ces intrants ont été excessivement chers, notamment l'urée était excessivement cher parce que ça se vendait dans le marché noir à plus de 30 000 francs. Mais finalement, la pluviométrie a eu à absorber ce gap jusqu'à un tel niveau pour que nous puissions avoir des rendements tels. D'accord, on va y arriver étape par étape. Avez-vous consulté les prévisions de l'ANACIM pour cette année? Écoutez, nous ne sommes pas trop focalisés sur l'ANACIM. Nous, ce qui nous intéresse sur les informations de l'ANACIM, c'est que quand on nous dit que demain il y a pluie, peut-être on n'aura pas à partir au champ, des choses comme ça. Et s'il y a pluie aussi, peut-être on aura à faire autre chose. Mais ce que nous savons, c'est que de par les informations, nous savons que toutes les stations sont excédentaires partout et c'est ça l'avantage du mondial parce que le premier matière première, c'est vraiment la pluie. En fait, vous êtes quand même une personnalité dans le monde de la production. Et ensuite, l'ANACIM, en amont de l'hivernage, prévoit ou prévient donc le monde agricole de la densité de la pluviométrie ou de l'abondance justement des pluies. Et ça permet donc aux producteurs que vous êtes de vous déterminer par rapport donc à ces prévisions-là, mais en même temps aussi de savoir à quelle étape ou comment envisagez-vous justement de semer, si vous semez des spéculations hâtives ou bien si vous semez justement un semis plus conséquent. Donc ça, c'est des informations que vous devez gérer à votre niveau, mais présentement, au moment où nous parlons aujourd'hui, quand vous êtes maintenant l'invité donc de l'IT, à quelle étape sommes-nous dans la maturation justement des différentes spéculations? Écoutez, d'abord, comme vous avez posé tout de suite la pluviométrie avec l'ANACIM, moi je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que si vous prenez un exemple comme moi j'ai semé un peu tardivement parce que j'ai eu à écouter l'ANACIM. Voilà. Parce qu'à un certain niveau, les paysans sont en train d'avoir des difficultés sur la récolte de l'arachide, du fait qu'ils ont semé tôt et que les pluies ne sont pas arrêtées au moment où on devait déterrer l'arachide. Donc ça, c'est des problèmes. Donc je pense que aussi au niveau du monde rural, les gens ne sont pas aussi avertis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter les conseils de l'ANACIM, mais il y a tant plus que d'autres qui se focalisent sur l'esprit ancien et que si toutefois il y a pluie, les gens vont aller semer. Donc à ce niveau, je pense que peut-être les gens vont se truquer là-dedans, se conformiser sur ça pour vraiment mettre en vous parlez de l'esprit d'avant. Voilà, l'esprit d'avant. Voilà, mais maintenant, il semble qu'il y a l'amorce d'un changement climatique. Effectivement. Qui commence à s'imposer et peut-être même à imposer aux gens aussi peut-être de nouvelles attitudes, c'est-à-dire de nouveaux comportements qui sont en adéquation avec effectivement les changements climatiques. C'est sûr. Est-ce que de ce point de vue, votre organisation s'y prépare, mais en même temps aussi peut-être vous commencez à influencer le monde rural pour avoir de nouvelles attitudes par rapport maintenant à ces changements climatiques? Effectivement, je pense qu'on est en train de travailler sur ça et que cette année-ci a été vraiment une année peut-être départ parce que cette année-ci, ça s'est montré, le changement climatique, ça s'est vraiment montré au niveau du monde rural. Parce qu'auparavant, peut-être le paysan faisait course à la montre
au niveau des pluies parce qu'il y avait déficit des pluies. Mais cette année-ci, vraiment, on a un excédent de pluie et l'ANACIM nous a averti la pluie peut aller jusqu'après le 15 octobre. Donc je pense qu'à ce niveau, on a du travail à faire pour mieux sensibiliser parce qu'il y a le retour des pluies. Et je pense que cette année-ci même, il y a beaucoup de paysans qui peuvent perdre 2 récoltes en maïs. Et ceci est quelque chose de très important du fait que peut-être tu auras, pour ceux qui avaient semé en premier moment dès les premiers pluies, peut-être peuvent faire d'autres maïs intermédiaires et les récolter après. Donc ceux-ci peuvent leur faire des plus-values et je pense que moi à mon niveau j'ai un maïs qui n'est pas encore en maturité et tandis que le maïs est excessivement rare maintenant dans le monde rural. Donc ça c'est des atouts que le monde rural doit connaître et je pense que nous on a du travail à faire mais aussi il y a la sensibilisation de l'ANACIM qui doit être de mise avec vous partenaires de l'information parce qu'il y a les radios communautaires partout qui pullulent partout et je pense que ça demande vraiment des émissions sur ça pour faire la sensibilisation. Donc c'est des responsabilités partagées. Oui, maintenant le retour de la pluviométrie devrait inciter peut-être le monde agricole dont vous faites partie à envisager de manger ce que nous produisons et de produire ce que nous mangeons. Comme ça évite sans doute les dépendances vis-à-vis justement des céréales importées. Effectivement. Comme vous le savez, on a l'habitude de dire que nous, on nous disait le bassin arachidier, mais maintenant c'est le bassin agricole. Moi qui vous dis, j'ai 4 spéculations que j'ai cultivées. J'ai cultivé le riz, j'ai cultivé le maïs, mais j'ai cultivé aussi le niébé et j'ai cultivé aussi l'arachide. Donc toutes ces spéculations réunies pour me permettre avoir une autosuffisance surtout parce que le maïs est quelque chose de très nutritif mais aussi le riz qui était importé, ce riz-là est beaucoup plus nutritif et beaucoup plus consistant en vitamines parce que c'est pas du riz qui est vraiment amené de l'extérieur, gardé beaucoup de temps mais c'est du riz que j'exploite et je garde d'un moment à l'autre pour préparer ça et c'est quelque chose de très important. Voilà, M. Cissé, merci beaucoup. Le sujet est très vaste et étendu mais on aura d'autres occasions de revenir. Awa? Merci beaucoup, M. Ndiaye. Un sujet très important pour vous en tant qu'Indiaïenne quand on parle de riz et de niébé. Il est presque 19h45. Le temps de passer au bulletin d'information avant de revenir pour la suite de votre magazine La Totale Dimanche. À tout de suite. Et c'est parti pour cette deuxième partie de la Totale Dimanche et dans la rubrique environnement. Le constat est toujours le même. Il est difficile d'assurer l'entretien des toilettes des lieux publics. Une insalubrité due au mauvais comportement de certains usagers, mais pour certains, la responsabilité est partagée entre l'administration et les services en charge du nettoiement. Cependant, d'autres soutiennent que ce problème est beaucoup plus lié à l'insuffisance des toilettes et la forte fréquentation de ces toilettes publiques. C'est un reportage signé Ami Diouf. Une odeur d'urine gênante, les matières fécales éparpillées sur les cuvettes, des papiers toilettes et sachets d'eau usagés, le décor des toilettes publiques du marché de Grand Dakar est peu reluisant. Une insalubrité due au mauvais comportement de certains usagers de ces toilettes publiques. Ils font ce que bon leur semble, parce qu'ils se disent qu'ils ont payé. Ils jettent tous dans les toilettes après usage, les gants de toilette, les sachets plastiques, même leurs sous-vêtements quand tu entres. Il y en a en pagaille à l'intérieur. La responsabilité est partagée d'après ces usagers. Ils pointent du doigt l'administration et les services de nettoiement. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas bien nettoyés. Souvent, ceux qui sont en charge du nettoiement, au lieu de prendre leur temps pour bien nettoyer, ils versent seulement de l'eau et s'en vont. Nous trouvons assez souvent des vers de terre dans le trou. Les gérants, ce sont les 25 et 50 francs que donnent les clients qui les intéressent. Toutes les toilettes du marché sont pareilles. Ils sont toutes sales. Les gérants ne font qu'encaisser l'argent, ils ne contrôlent rien. Pour d'autres, au-delà de la gestion, c'est une question de nombre et surnombre.
Il estime que la sollicitation est forte par rapport aux toilettes existantes. C'est du moins l'avis de ce vieux commerçant. Nous souhaitons en avoir d'autres. Vous savez bien que 3 ou 4 toilettes publiques ne suffisent pas pour tout le marché. Elles sont tellement insalubres que parfois les gens n'ont même pas envie d'y aller. Chaque jour, les toilettes sont bien nettoyées, mais après quelques heures, bonjour les dégâts à cause du mauvais comportement des usagers, des comportements qui mettent à mal les toilettes publiques. Et pour la rubrique Ailleurs à direction Tivaouane, c'est pour parler du bourde séance de prière et recueillement qui précède la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la cité de Maodo. La ferveur est au rendez-vous toutes les nuits depuis bientôt une semaine. Ces séances de zikr rappellent de beaux souvenirs pour certains disciples. Isidore Alexandre Sel. Évocation et chants religieux dédiés au prophète Mohammed rythment les 10 jours de la Bourda. Une occasion pour les fidèles tidjanes de revisiter l'œuvre du prophète de l'islam. Parce que ça nous permet pendant 10 jours d'être en communion avec les populations, d'être en communion avec la Hadara Malikiya, mais plus précisément la Hadara Cheikh Ahmed Tijan, Chérif Al-Fatih. Donc nous nous réjouissons. Nous sommes heureuses et fiers d'appartenir à cette initiative, à cette grande conférence Tijaniya, d'être des talibés chers, d'être des Sénégalais, d'être des Tivaouanois, mais d'être de la famille du prophète. Donc nous osons espérer que cette année va être une année phare. Dans la cité sainte de Tivaouane, des tentes sont installées partout. Les alentours des mosquées occupées par les disciples de l'âge Maliksi, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, prient et invoquent le ciel. Vous avez vu qu'il y a une forte affluence des talibés au niveau de Tivaouane. Et je crois à la veille du Gamou, que en fait, tout le monde viendra. Nous avons chargé de mission. Nous avons ñii ña nga ca jàkka ja di nettoyer ñii ña nga ca kër xalifa ba di gérer lépp loo xamante si nii lu jëm ci wàllu gàmmu gi la jeunes yi ñu ngi ci taxaw. Les moments de la Bourda plongent certains dans des souvenirs d'enfance. Comprenez qu'aujourd'hui nous sommes venus en tant que talibés chers pour recueillir des prières et dire alhamdulillah d'appartenir à la confrérie Tidjaniya et dire alhamdulillah d'être un enfant de Tivaouane. Ça nous rappelle pas mal de choses, pas mal de figures emblématiques. Ça nous rappelle Mam Abdul Aziz Sy Dabakh, ça nous rappelle Serigne Mansour Sy, ça nous rappelle Abdul Aziz Al Amin, ça nous rappelle étant jeune en train de jouer dans le dara de Serigne Mansour Sy. Ça nous rappelle tous les moments qu'on a eu à échanger avec la famille maraboutique. Ça nous rappelle tous ces dignes fils qui ont vraiment prôné et partagé la tariqa Tidjaniya. À une semaine de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, Tivaouane commence à drainer des foules. Après 2 années de pause, la cité de Maodo renoue avec la ferveur. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est cette rubrique qui met un terme à ce magazine d'information, La Totale Dimanche. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à tous et bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.